Bonsoir. Bonsoir, merci d'être venu ce soir. Je suis ravie de vous accueillir à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour cette première conférence donc consacrée aux dons. Alors l'origine de ce cycle, en fait, c'est un ouvrage, La Société vue du don, qui est paru aux éditions La Découverte en 2008. Donc, qui a été dirigé par Philippe Chanial, qui est donc maître de conférence en sociologie à l'Université Paris-Dauphine et qui est par ailleurs secrétaire de rédaction, j'allais dire une bêtise, secrétaire de rédaction à la revue du MOS. Donc, il nous a aidé donc à monter ce cycle et il a accepté aussi ce soir de venir le présenter donc pour la première conférence. Voilà, donc je lui passe tout de suite la parole et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce cycle de conférences. Comme Sabine l'a rappelé, il a été conçu à partir d'un livre, ce livre, La Société vue du don. Et je vous en dis juste quelques mots, et je ne veux pas voler trop de temps à notre conférencier du jour, à Alain Caillé, mais pour expliquer un peu l'esprit dans lequel notre réflexion, dans le cadre de ce livre, aussi dans le cadre de la revue du MOS. Alain Caillé vous en parlera, il en est le directeur, moi j'y contribue également. Nous avons publié différents numéros. Vous verrez, certaines conférences de ce cycle s'inspireront très directement de numéros qu'on a pu publier. Mais voilà, l'origine de ce cycle, c'est cet ouvrage, avec l'idée, en quelque sorte, que justement, cette question-là, le don fait-il encore société? On ne saurait y répondre négativement, bien sûr, sinon on ne serait pas là pour se retrouver. Mais justement, prendre au sérieux, aujourd'hui, cette question du don, essayer de montrer que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est-à-dire que le don, c'est avant tout une affaire de sauvage, le don, c'est bon pour les autres, là-bas. Les sociétés traditionnelles se sont peut-être pensées dans le langage du don, mais ce n'est pas notre langage, ce n'est pas notre idiome, c'est davantage celui de l'intérêt, du pouvoir. Donc il y a cette tentation, effectivement, de considérer que le don renverrait à une sorte de passé révolu, à quelque chose de bien irénique, à quelque chose de bien naïf. Donc la tentation est grande de délaisser cette question du don, soit aux anthropologues, qui s'occupent des sauvages bien loin, ou alors de le laisser aussi aux philosophes, aux grandes abstractions, à la quête du don le plus pur, du don le plus parfait, tellement parfait qu'il n'est plus à hauteur d'homme, tellement parfait qu'il ne jouerait plus aucun rôle justement dans la structure des liens qui nous unissent les uns aux autres, ne permettrait plus de rendre compte également de nos identités. Et donc le pari que l'on a fait, voilà, c'est que la petite ou la grande musique que jouent les acteurs sociaux dans la famille, dans le champ du travail, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la santé, de l'art, de la science, on pourrait peut-être tenter de la lire justement en clé de don. Donc la proposition qu'on vous fait, c'est en quelque sorte de chausser des lunettes, ces lunettes du don, pour essayer de voir autrement ce qui est en jeu dans nos sociétés les plus contemporaines, donc vraiment aujourd'hui, et dans les situations les plus concrètes. Quitter un peu l'abstraction des philosophes, quitter l'exotisme, avec beaucoup de guillemets, des anthropologues, pour prendre au sérieux ce pari, cette invitation à lire la société, justement, en clé de don. Donc c'est notre projet, j'en dis pas davantage, simplement pour expliquer un petit peu comment le cycle va se structurer. Il est évident qu'on ne pouvait commencer que par une conférence d'Alain Caillé, donc, qui est ici, qui va nous rejoindre. Je vous l'ai dit, Alain Caillé est fondateur du mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, jeu de mots avec, bien sûr, M-A-U-S-S, Marcel Mauss, le fondateur de l'anthropologie française, et par ailleurs l'auteur de ce texte classique, L'essai sur le don, publié en 1924. Alain Caillé est par ailleurs professeur de philosophie à Nanterre. Il va ouvrir la danse et, à titre introductif, tenter de démêler les fils complexes du don et tenter de nous expliquer, à la fois d'un point de vue anthropologique et philosophique, ce que donner veut dire. Donc on va essayer de planter un petit peu le décor. Et ensuite, on va investir des champs tout à fait différents pour essayer de montrer un petit peu la vivacité, la prégnance des relations de don, parfois là où on l'attend le moins. Et c'est l'enjeu de la conférence suivante, celle qui sera donnée la semaine prochaine. Cette conférence, elle sera donnée par Norbert Alter. Peut-être le connaissez-vous, il a publié il y a un an un livre qui a fait quand même pas mal de bruit, qui s'appelle « Donner et prendre de la coopération en entreprise ». Il a reçu divers prix, etc. De façon assez paradoxale, parce que c'est un texte très critique du management contemporain, où il essaye de nous montrer que les entreprises ne savent pas quoi faire du don. C'est-à-dire que les salariés donnent énormément à leur entreprise, au collectif de travail, au métier, au travail bien fait, etc. Et que les entreprises ont souvent la tentation de prendre
et non pas de reconnaître le don qui leur est fait. Donc vous aurez toute une réflexion très neuve, très originale et très stimulante sur la question du don en entreprise. Moi, j'interviendrai pour la séance suivante, la séance numéro 3, où je voudrais, moi, investir un autre champ, celui de la santé, celui de l'hôpital, en me posant cette question-là, en me demandant si le nouveau management public, celui de la tarification à l'activité, celui de la quantification systématique de l'acte de soins, me demander si ce nouveau management public est bon pour la santé. Vous l'imaginez, ma réponse sera plutôt négative. Et je voudrais essayer de travailler et de réfléchir avec vous sur la part du don, la part de la gratuité, la part du sans-prix, justement dans la relation de soins. Et en quoi elle est aujourd'hui, mais également dans d'autres secteurs, notamment dans d'autres services publics, elle est menacée par cette tendance générale à la marchandisation. Donc voilà pour la séance dont je m'occuperai dans 3 semaines maintenant. Et la séance de clôture, enfin c'est pas vraiment une séance de clôture, nous permettra de revenir sur un thème assez classique. D'un certain point de vue, on pourrait considérer que ce thème est un peu banal, c'est le thème du cadeau. Mais Dominique Bourgeon, qui est sociologue, qui est chercheur, et par ailleurs qui est un praticien dans le champ de la santé, puisqu'il est directeur de soins au CHU de Poitiers, est devenu un spécialiste du cadeau. Il voudrait essayer de nous inviter à une réflexion sur le cadeau sous toutes ses phases, c'est-à-dire le cadeau comme présent, comme symbole de l'amour, le cadeau nuptial, les étrennes, mais également, au-delà de ces phases de lumière, pourrait-on dire ces phases d'ombre, le lien du cadeau et du cadeau empoisonné. L'idée étant de pouvoir reprendre justement, et je crois que ça sera au cœur de notre affaire, il ne s'agit pas d'une sorte d'éloge comme ça du don d'une façon irénique ou angélique, de montrer effectivement toutes les ambivalences qui travaillent cette question fondamentale que constitue la question du don. Voilà, j'en dis pas plus, je ne vais pas voler plus de temps à Alain Caillé, qui va donc vous présenter sa conférence qui a pour titre, on avait dit, ce que donner veut dire, une approche philosophique et anthropologique. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je me permets, non pas à titre publicitaire, de laisser quelques ouvrages, voilà si vous voulez les feuilleter, sur le meuble qui se trouve juste à la sortie ou à l'entrée. Merci Philippe, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi tu m'as nommé professeur de philosophie tout à l'heure. Je suis professeur de sociologie à Nanterre. Et puis j'étais amusé parce que je le regardais, il dit « Je voudrais vous inciter à chausser les lunettes du don ». Et Philippe a toujours les lunettes sur le dessus de la tête. Je ne sais pas pourquoi, donc c'est... Et avant de commencer cette conférence, je cherchais tout à l'heure désespérément les notes que j'ai rédigées avant de venir, mais je ne les retrouve pas. Mais je crois me rappeler à peu près ce que je voudrais vous dire. L'intitulé général du cycle, c'est « Le don fait-il encore société ?» Et j'avais envie de commencer en donnant en vrac quelques formules, histoire de camper le paysage. Première formule, c'est toujours le don qui a fait société, seul le don peut faire société. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Peut-être, deuxième temps, le fait-il moins que par le passé, peut-être est-il menacé. Et deuxième volet, et troisième volet, probablement seule une réévaluation des pouvoirs du don à une autre échelle, à l'échelle du monde contemporain, à l'échelle des temporalités contemporaines, seule une réévaluation des potentialités des pouvoirs du don pourrait probablement nous sauver dans les années à venir. J'avais en tête la formule de Heidegger, « Seul un Dieu peut nous sauver ». Je dirais, seul le don et le politique peuvent nous sauver, car effectivement, ce que je dis n'a de sens, à mon avis, recevable, que si l'on développe une conception politique du don, et je dirais inversement, que si on comprend le don, le politique, à travers, je vais parler comme Philippe, à travers les lunettes du don. Du coup, je vais essayer de procéder en 3 temps. Dans un premier temps, je présenterai les réflexions menées autour de la revue du MOS depuis une 30aine d'années et qui nous amènent justement à cette conception politique du don. Non pas une conception spéculative, philosophique ou religieuse ou théologique, une conception politique du don. Dans un deuxième temps, j'essaierai de donner quelques éléments de diagnostic sur l'état actuel de notre société, de l'état actuel de la démocratie dans ses rapports au don et du don dans ses rapports à la démocratie. Pour, dans un troisième temps, rejoindre ce que je disais tout à l'heure, m'interroger sur les pouvoirs possibles du don dans les décennies à venir.
Donc tout d'abord, quelques mots de présentation de cette revue du MOS, ce qui veut dire mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, traduisez mouvement anti-économiciste en sciences sociales. Autrement dit, une tentative de résister à la tendance de plus en plus universelle à réduire tous les problèmes sociaux à des problèmes économiques. Cette revue a été créée en 1980-82 à la suite d'une surprise que nous éprouvions à quelques-uns, sociologues, économistes, philosophes, une surprise face à l'évolution de la pensée dans les années 70-80. Ce que nous découvrions, c'était le triomphe surprenant mais radical de ce qu'on peut appeler le modèle économique dans les sciences sociales et en philosophie. Pendant 2 siècles, les économistes s'étaient appuyés sur une certaine représentation de l'homme, du sujet humain, la représentation dite de l'homo economicus, sur l'idée que les hommes doivent être considérés comme des calculateurs égoïstes, intéressés, indifférents les uns aux autres. Mais cette représentation que les économistes donnaient de l'homo economicus, pour elle ne valait que pour expliquer ce qui se passait dans la sphère du marché, dans l'économie, pour expliquer l'achat des biens et services. Or, à partir des années 1970 à peu près, les économistes commencent à se dire, mais finalement notre modèle explicatif vaut aussi bien pour ce qui se passe en dehors du marché. On doit calculer la rentabilité de l'investissement dans le savoir, parce que c'est rentable de faire des études ou pas. On doit calculer la rentabilité du mariage. Un mariage, ça rapporte combien? Un divorce, ça coûte combien? Quel est le taux d'actualisation du mariage? La croyance religieuse, est-ce que c'est rentable? Vieille question, c'est la question de Pascal, le pari de Pascal. Est-ce que ça rapporte de croire en Dieu ou pas, etc., etc. Si bien que la science économique commence à se présenter comme la science sociale universelle. Et curieusement, la plupart des sciences sociales lui donnent très largement raison. Les grands sociologues de l'époque, pour rester en France, Raymond Boudon, Michel Crozier, Pierre Bourdieu à sa manière, chacun commence à considérer la sociologie comme une forme de généralisation de la science économique. Dans le cas de de Raymond Boudon et de Michel Crozier, une forme de généralisation d'une science économique libérale, néoclassique, et dans le cas de Bourdieu, une forme de généralisation d'une science économique de type marxiste. Je ne vais pas développer ce point, juste un indice en quelque sorte de la pertinence, j'espère, de ce que j'essaie d'expliquer. Pierre Bourdieu, à l'époque, appelle sa sociologie une économie générale de la pratique. La sociologie, c'est une économie généralisée, une science économique généralisée. La même chose surgit dans le domaine de la philosophie morale et politique. Le grand livre de la philosophie politique du dernier quart du XXe siècle, c'est le livre du philosophe John Rawls, La théorie de la justice, 1971, qui pose la question suivante. Comment définir les institutions d'une société juste en faisant l'hypothèse que la société n'est composée que d'hommes économiques ordinaires? Voilà, il s'agit de penser la justice du point de vue de l'homme économique. C'est cette évolution de la pensée qui nous paraît très étonnante et qui nous motive à créer cette revue, au départ qui est juste un petit bulletin informel qui permet d'échanger des idées, quelques analyses. Cette revue qui s'appelle donc Revue du MOS, dont le nom, comme le rappelait Philippe Chéniac tout à l'heure, a une double signification. Premièrement, mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, et deuxièmement, un hommage à Marcel Mauss, l'auteur de L'essai sur le don, l'héritier d'Émile Durkheim, fondateur de la sociologie française, et Marcel Mauss lui-même, créateur de l'ethnographie scientifique française dans les années 1920-1930. Pourquoi cette référence à Marcel Mauss ? Eh bien parce qu'il nous paraît être celui qui apporte le plus de matériaux permettant de critiquer cette généralisation du modèle économique. Généralisation du modèle économique dans le champ des sciences sociales et de la philosophie morale et politique, dont il faut rappeler, parce que c'est fondamental, qu'elle a précédé d'une bonne dizaine d'années la généralisation du marché à toutes les sphères de la pratique sociale. Il y a eu en quelque sorte une légitimation de la mondialisation néolibérale au moins 10 ans avant qu'elle s'opère pratiquement. C'est parce que l'on considère
que les sujets humains ne sont que des hommes économiques, calculateurs, intéressés, ne pensant qu'à eux-mêmes, indifférents les uns aux autres, que l'on peut légitimer que le marché devienne, et le marché financier de plus en plus, devienne la norme d'organisation universelle de toutes les pratiques de nos sociétés et de tous nos comportements. Eh bien, par rapport à ça, la question qui s'est posée à nous est celle de savoir quelles sont les ressources scientifiques, même si on peut se méfier du mot science en ce qui concerne les sciences sociales, quelles sont les ressources scientifiques qu'il est possible de mobiliser pour contrer ces prétentions de la science économique généralisée. Et la ressource principale, à nos yeux, ce n'est pas la seule, mais la ressource principale, c'est l'essai sur le don de Marcel Mauss, qui présente autour du don, ce qui nous rassemble ici, un ensemble de réflexions que je vais essayer de résumer le plus brièvement possible. Je vais tout droit à la conclusion de Marcel Mauss, parce que c'est celle qui m'importe le plus ici. La conclusion de Marcel Mauss, c'est que l'homme n'a pas toujours, je cite, l'homme n'a pas toujours été un animal économique. L'homme n'a pas toujours été un animal économique. Il ajoute, il n'y a que très peu de temps que l'homme est devenu un homme économique doublé d'une machine à calculer. Qu'est-ce qu'il était avant? Eh bien, c'est ce que nous révèle Marcel Mauss en réunissant, en rassemblant, en synthétisant toute la littérature ethnographique de son temps. Mauss est un ethnologue très particulier, il n'a jamais fait aucun terrain, il ne serait pas admis dans les départements d'ethnologie aujourd'hui, et pourtant, il est très probablement celui qui connaît le mieux la littérature ethnographique, ethnologique de son temps. Comme le disent ses élèves, Mauss sait tout. Il parle je ne sais combien de langues et il connaît les cultures et les documentations ethnologiques sur toutes les sociétés de son temps. Or, que découvre Marcel Mauss en rassemblant, en synthétisant cette littérature ethnographique, ethnologique? Il découvre que les sociétés, que j'appellerais volontiers les sociétés premières, on pourrait dire les sociétés primitives, bon, c'est passé de mode, on pourrait dire les sociétés sauvages, bon, peu importe. Disons que les sociétés premières ne reposaient pas sur l'achat et la vente, sur le marché, ne reposaient pas sur le troc, sur le donnant-donnant, ne reposaient pas sur le contrat. Et ça, c'est important, puisque toute la philosophie occidentale fait reposer la société sur un contrat social originel. Non, ces sociétés ne reposent pas sur le contrat. Alors sur quoi? Eh bien, nous dit Mauss, elles reposent sur ce qu'il appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Triple obligation de donner, recevoir et rendre, autrement dit, de faire circuler des dons, de faire circuler des présents. Je vais traduire un peu différemment. Triple obligation de se montrer généreux et de reconnaître la générosité des autres. Dissipons tout de suite une équivoque. Dès qu'on emploie le mot don, on a en tête des images de la charité, de la philanthropie ou de l'altruisme. Or, le don que Mauss découvre à l'œuvre dans les sociétés archaïques n'a rien à voir, en tout cas originellement, avec la charité, le désintéressement radical. Il s'agit, pour employer les termes de Mauss lui-même, de ce qu'il appelle un don agonistique, du grec agon, la rivalité, le conflit. Le don, curieusement, est une forme de guerre. Dans ces sociétés archaïques, on se bat à coups de dons, on rivalise de dons. Et l'objectif n'a rien de charitable. Comme le dit Marcel Mauss lui-même, il s'agit, à travers les dons que l'on fait, de placer les autres à l'ombre de son nom. Je reprends les formules de Marcel Mauss. Les placer à l'ombre de son don, de les aplatir. Il s'agit d'aplatir son rival en générosité, en montrant que l'on est plus généreux que lui. Car de fait, comme il l'établit, celui qui ne peut pas rendre le don qui lui a été fait, celui-là devient amoindri socialement, tombe dans la dépendance, il est l'obligé, rappelez-vous le vocabulaire du don, je suis votre obligé, il devient l'obligé de celui qui lui a donné ce don qu'il n'est pas en mesure de rendre, au moins à parité. Donc le don est une forme de guerre, première idée. Simplement, c'est une guerre qui est d'un intérêt prodigieux parce qu'elle a une vertu extraordinaire. Elle permet de passer de la guerre pour de bon, de la guerre qui fait des morts et des blessés, à la guerre de générosité, à la rivalité, pour se montrer le plus généreux possible. Et c'est en cela que le don se révèle l'opérateur politique par excellence, c'est un acte politique,
il est ce qu'il permet, le seul acte qui permet de transformer les ennemis en alliés, les ennemis en amis. Avec ses amis, on va continuer à rivaliser de générosité, mais ils seront devenus des amis et des alliés. Le don est donc un opérateur politique qui instaure, on pourrait dire, une triple alliance. Il instaure tout d'abord une alliance horizontale, une alliance entre les guerriers, les jeunes hommes, ou un peu moins jeunes, ceux qui se battaient, qui déposent les lances et qui se disent, qui en échangeant des présents au lieu d'échanger des morts et des blessures, se disent, eh bien, si nous devenions alliés et amis plutôt que combattants. Première dimension de l'alliance que j'appelle l'alliance horizontale. Cette alliance horizontale, elle se scelle en effectuant les dons les plus précieux qui sont les dons des femmes. Les guerriers se donnent leurs filles ou leurs sœurs et en donnant les femmes, ils donnent celles qui produisent la vie, celles qui donnent la vie, et donc ils instaurent une deuxième alliance qu'on pourrait appeler une alliance verticale, une alliance entre les générations, une alliance avec les ancêtres et une alliance avec les enfants à venir, une alliance entre le passé et l'avenir. Cette deuxième alliance se scelle à son tour par une troisième alliance qui vient les symboliser, qui vient symboliser les deux premières. Une alliance avec, qu'on pourrait appeler une alliance diagonale qui traverse les deux premières, une alliance avec ce que j'appelle les entités invisibles. Ce troisième axe de l'alliance, c'est l'alliance qui instaure la dimension du religieux, la dimension des religions, éventuellement par le sacrifice, mais pas toujours par le sacrifice. Donc voilà la formule centrale de la société première. Ces sociétés premières sont de part en part structurées par le don, pour le don. L'obligation est faite au sujet humain de se montrer généreux. Alors, je dis bien se montrer généreux. Sont-ils réellement généreux ? C'est là où on va entrer dans toutes les complications sur l'essence du don. Est-ce qu'ils sont réellement généreux ? On n'en est pas encore là. Pour l'instant, le problème, c'est de se montrer généreux et de reconnaître la générosité des autres. Avec les éléments dont nous disposons tout de suite, on a deux choses. On a l'idée que la paix se perd à travers l'échange des dons. Et deuxième dimension, il s'agit de montrer qu'on est généreux et de reconnaître que les autres le sont également. Voici une deuxième notion importante. La structuration politique des sociétés se fait à travers la reconnaissance de l'égale dignité en générosité des membres de la société, de ceux qui étaient hier les ennemis et qui sont aujourd'hui devenus les amis. Le don est-il réellement généreux ? On est bien obligé d'entrer ici dans la querelle de définition et de faire retour à cette question de l'altruisme et du désintéressement dans le don. Je vais dire tout de suite, du coup, ce que je pensais aborder dans une deuxième partie. Toute cette discussion sur le don est rendue extrêmement complexe en raison de la longue tradition religieuse et théologique dans laquelle elle a été prise et de tout un ensemble de formulations philosophiques contemporaines. Cette conception qu'Amos du don, il faut la conquérir contre deux écueils, contre deux conceptions qui semblent rendre le don impossible. Première conception, l'idée qu'au bout du compte, les êtres humains sont toujours, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, des calculateurs intéressés, et que donc le don ne peut être qu'un faux semblant, une illusion hypocrite. Ça, c'est l'interprétation des économistes, ou c'est très largement l'interprétation de Bourdieu. Le don, c'est ce qui permet d'accumuler du capital symbolique, qui permettra d'accumuler du capital économique. Le don est impossible parce qu'en fait, il n'y a que l'intérêt qui mène le monde. Première conception dominante dans une bonne partie de la philosophie et des sciences sociales, et notamment dans la science économique, qui ne vit que de ce postulat-là. Et puis, deuxième conception, tout aussi impraticable du don, la conception d'une certaine théologie et la conception d'une certaine philosophie phénoménologique, notamment celle que développe un auteur comme Jacques Derrida, dans son livre « Donner le temps » ou dans un autre livre qui s'appelle « Donner la mort », ou encore un auteur comme Jean-Luc Marion, dans un côté catholique, la phénoménologie catholique, dans son livre qui s'appelle « Étant donné ». Que nous disent ces auteurs qui essayent de dégager ce qu'ils entendent, ce qu'ils croient être l'essence du don, au sens philosophique du terme, l'essence du don? Eh bien, pour Derrida,
le don représente ce qu'il appelle la figure de l'impossible. Il ajoute « si je donne, alors je ne donne pas ». Si je donne, alors je ne donne pas. Pourquoi? C'est assez facile à comprendre, je crois. Ce que Derrida veut dire, c'est que si je donne, c'est que je sais que je suis en train de donner. Si je sais que je suis en train de donner, c'est que je me regarde en train de donner et que donc j'ai un intérêt narcissique à me regarder comme donateur et que donc mon don n'est pas un vrai don. Bien. Jean-Luc Marion en rajoute encore sur cette conception radicale du don en expliquant que pour qu'il y ait du don, il faut qu'il n'y ait pas de sujet qui donne, qu'il n'y ait pas d'objet donné et qu'il n'y ait pas de personnes qui le reçoivent. Alors ça devient de plus en plus difficile, évidemment, comme opération, mais ceci pour les mêmes raisons que celles de Jacques Derrida. Je pense que ces analyses philosophiques du don se trompent. Le problème n'est pas de savoir s'il y a ou non de l'intentionnalité dans le don. La question est de savoir s'il y a une bonne intentionnalité ou pas, et de quelle intentionnalité il s'agit. Du coup, ça me permet de faire retour à la conception du don que développe Marcel Mauss, et qui me semble très efficace pour critiquer à la fois les théories économiques du don, celles qui pensent qu'il n'y a que l'intérêt qui régit le don, et puis symétriquement les conceptions, je dirais, hyperboliques, les conceptions superbes du don, comme celles de Jacques Derrida ou de Jean-Luc Marion. Que nous montre Mauss? C'est que dans le don, comme d'ailleurs dans toute action sociale, il entre 4 mobiles fondamentaux. 4 mobiles fondamentaux organisés en 2 paires d'opposés. Premier mobile, le don est à la fois intéressé et désintéressé. Il est à la fois intéressé et désintéressé. Celui qui donne y trouve son compte à la condition que celui à qui il a donné lui rende. Celui qui donne y trouve son compte à la condition qu'il soit passé par le moment du désintéressement. Il y a à la fois de l'intérêt, je dirais, il y a de l'intérêt pour soi et de l'intérêt pour autrui. À la fois un souci de conservation de soi et un souci empathique pour l'autre. Une ouverture première à l'altérité, au plaisir de l'altérité. Et puis par ailleurs, comme le montre Marcel Mauss, le don est obligatoire. On a parlé tout à l'heure de la triple obligation de donner, recevoir et rendre. C'est une obligation sociale. On voit bien, on ne peut pas ne pas fêter un anniversaire, on ne peut pas ne pas fêter Noël. C'est socialement obligatoire. Mais dans le cadre de cette obligation, le don que nous faisons n'a de sens que s'il manifeste notre liberté. Notre liberté qui va se manifester par le choix du type de cadeau, de la personne à qui on le fait, etc. etc. Donc dans le don, il entre à la fois de l'intérêt pour soi et de l'intérêt pour autrui, de l'obligation et de la liberté. Et point fondamental, non seulement c'est comme ça, mais ajoute Marcel Mauss, il faut que ça soit comme ça. Il faut que le don soit hybride, qu'il mélange l'intérêt égoïste pour soi et l'intérêt altruiste pour autrui, l'obligation sociale et la liberté. S'il n'y avait pas ce mélange, s'il n'y avait que l'intérêt pour soi, il n'y aurait que du marché. Et si chacun soupçonnait que nous n'agissons que par intérêt pour soi, il ne pourrait y avoir que de la tromperie et de la trahison généralisée. Chacun trahirait chacun. S'il n'y avait que de l'intérêt pour autrui, comme ont voulu le développer des régimes totalitaires, Mauss écrit à la même époque que l'essai sur le don, une appréciation sociologique du bolchevisme en 1924, extrêmement critique du bolchevisme, quoique Mauss ait eu des origines marxistes. Bien. S'il n'y avait que de l'intérêt pour autrui, à ce moment-là, on tomberait vite dans un régime sacrificiel. Ce n'est pas tenable. S'il n'y avait que de l'obligation, le don serait un pur rituel formel, stérile, qui ne produirait rien du tout. Et s'il n'y avait que de la liberté, alors il n'y aurait que de l'acte gratuit et du non-sens. Le don n'a d'efficace sociale, politique, et je dirais même individuelle, que s'il parvient à marier ces 4 mobiles irréductibles, opposés, l'intérêt pour soi et l'intérêt pour autrui, l'obligation et la liberté. C'est à cette condition qu'il devient premièrement un opérateur politique qui permet de faire société, c'est le titre de notre conférence, et j'ajouterai qu'il permet aux sujets individuels de trouver leur point d'équilibre. Où en sommes-nous maintenant? C'est mon deuxième point. Où en sommes-nous aujourd'hui sur cette question du don et de la démocratie?
Le don fait-il encore société? Pour aborder cette question, il faut bien sûr actualiser la découverte de Marcel Mauss. C'est ce que rappelait Philippe Chagnal tout à l'heure. Ce que Mauss découvre, c'est la vie des sociétés sauvages, des sociétés archaïques. Nous vivons dans un tout autre monde. Pourtant, c'est un autre pari, pourtant, nos sociétés ne sont pas sans rapport avec cet univers premier du don. Ce rapport, il s'est effectué à travers l'histoire des grandes religions. L'histoire des grandes religions, dont on peut dire qu'elles ont été des machines à transmuer le don archaïque en don contemporain. Plus précisément, on pourrait dire que les grandes religions ont travaillé le système du don archaïque que j'ai rappelé à grands traits, à très grossier tout à l'heure, par le triple système d'alliance. Elles ont travaillé ce système du don archaïque en lui faisant subir une triple évolution. Premièrement, elles l'ont universalisé en disant « tu ne donneras pas seulement à tes proches, à tes voisins, aux ennemis d'à côté, la petite tribu d'à côté, tu donneras aux inconnus. » Aux inconnus, à ceux que tu ne connais pas. C'est la parabole du bon samaritain, par exemple. On donne en dehors, il y a obligation de donner en dehors de son clan, de sa famille, des proches. Donner aux inconnus. Deuxième évolution, une radicalisation du don. Il ne s'agit plus seulement de montrer que l'on donne, de s'afficher généreux, mais il faut donner pour de bon. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait en discuter, mais c'est l'obligation qui est faite par les grandes religions, donner pour de bon, y compris en se donnant soi-même. Et troisième évolution, l'intériorisation du don. L'intériorisation du don. Il ne s'agit plus seulement de se montrer, de s'afficher comme un donateur, mais d'intérioriser l'obligation du don. Au fond, le seul test que l'on donne véritablement, diront les grandes religions, c'est qu'on ne montre pas que l'on donne. C'est ça le bénéfice de l'opération d'intériorisation. Voilà, je crois, le gigantesque travail de moralisation du don qu'ont accompli les grandes traditions religieuses, chacune à sa manière. J'aurais tendance à dire que le point d'aboutissement de ce travail de spiritualisation, de moralisation du don, ça a été, pour notre modernité, l'avènement de l'esprit de la démocratie. Dans le cadre, au-delà de la tradition religieuse, nous avons appris à donner non seulement aux autres, aux proches, mais à donner à l'esprit de la démocratie elle-même, et cela dans le cadre de l'espace national, qui a été l'espace par excellence d'avènement et de cristallisation de la démocratie. Première piste pour interroger le devenir du don depuis ses origines archaïques jusqu'à aujourd'hui. Deuxième actualisation du travail de Marcel Mauss, c'est celle que nous avons menée principalement au travers de la revue du Mauss, et que d'ailleurs Philippe Chagnal a rassemblé notamment dans le livre qu'il a coordonné, qui s'appelle « La société vue du don ». Je crois que nous avons progressé dans la réflexion sociologique lorsque nous avons commencé à nous dire que le don existait encore beaucoup plus aujourd'hui qu'on ne le pense habituellement. Mais pour repérer sa présence, son efficace, il faut prendre conscience que nous vivons sans nous en apercevoir, dans deux types de sociétés, de rapports sociaux différents, entre lesquels nous passons de manière continue, sans trop y prendre garde. Deux types de rapports sociaux, deux types de socialités, que j'appelle respectivement la socialité primaire et la socialité secondaire. La socialité secondaire, c'est celle de la société moderne. C'est celle qui domine dans l'espace du marché, dans les entreprises, dans les administrations, dans le monde de la science. Dans cet espace-là, je donne une définition de ce que j'appelle la socialité secondaire. Dans cet espace-là, l'efficacité fonctionnelle des personnes est plus importante que leur personnalité. Je vais à la poste, si la postière est charmante, tant mieux, ou le postier me fait un sourire, tant mieux, mais ce qui m'importe, c'est que la lettre parte et qu'elle arrive. L'efficacité fonctionnelle des personnes est plus importante que les personnes elles-mêmes et que leur personnalité. En revanche, dans le registre de la socialité primaire, la famille, l'alliance, le voisinage, la camaraderie, l'amitié, les petites associations, tout ce monde des relations face à face. Dans ce monde-là, la personnalité des personnes importe plus que les fonctions qu'elles accomplissent.
C'est pas qu'il ne faut pas qu'elles accomplissent leurs fonctions. Dans la famille, il y a 36 000 fonctions à accomplir. D'abord gagner de l'argent, et puis payer le loyer, etc., etc. Mais la famille survit, comme les relations amicales ou amoureuses, pour autant que la personnalité des personnes importe plus que ce qu'elles font. Sans ça, on se sépare. Notre hypothèse, c'est que, aujourd'hui encore, ce monde de la socialité primaire reste régi par ce que Mauss appelait la triple obligation de donner, recevoir et rendre. C'est en faisant circuler des dons au sein de la famille, entre les amis, que nous reconnaissons ces personnes comme des personnes singulières dont la personnalité importe plus que les fonctions qu'elles accomplissent ou que l'utilité matérielle qu'elles ont pour nous. Une fois qu'on a dit ça, il est possible de faire retour au monde de la socialité secondaire et de s'apercevoir que les analyses qui en sont données généralement sont très souvent extraordinairement limitées. Ça, vous le verrez, je pense, si vous revenez la semaine prochaine, si j'ai bien compris, avec la conférence de Norbert Alter, spécialiste de la sociologie des entreprises et des organisations, qui montre très bien comment, dans ce monde apparemment de la socialité secondaire, en fait, la condition d'efficacité d'une entreprise, d'une organisation, c'est que les dons circulent entre les salariés, qu'on se donne des tours de main, des renseignements techniques, des soutiens psychologiques, affectifs, etc., etc. Et que l'organisation qui marche bien, c'est celle où la socialité primaire reste régie par ces liens de dons, et puis celle aussi où on s'adonne aux objectifs de l'entreprise ou de l'organisation. Deuxième actualisation de la leçon de Mauss sur le don dans les sociétés archaïques. Et puis, on peut généraliser pour retrouver ce que j'annonçais au début en parlant d'une conception politique du don. Lorsque nous parlons de relation de don, nous avons tendance à nous imaginer uniquement une relation de personne à personne, à nous dire le don, c'est ce qu'une personne donne à une autre personne. Je crois que c'est une conception trop limitée. Il y a bien sûr cette dimension qu'on pourrait appeler une dimension micro-sociologique du don. Une personne donne à une autre personne. Mais il y a aussi une autre dimension qu'on pourrait appeler méso-sociologique et qui concerne notamment le monde des associations. Dans le monde associatif, chacun donne de sa personne et de son temps à d'autres personnes pour une cause commune. Mais il faut encore généraliser, et je crois que l'on peut dire qu'une communauté politique, c'est un espace de dons entrecroisés. C'est un espace au sein duquel les membres de la communauté politique, par exemple la nation, reçoivent les dons des générations antérieures, les dons de culture, les dons de savoir, les dons de patrimoine, etc., les font fructifier ou pas. Et puis c'est l'espace au sein duquel on accepte de se donner les uns aux autres. Les étrangers à la communauté politique, c'est ceux auxquels on ne donne pas et dont on ne reçoit pas. L'espace politique, c'est l'espace de ceux à qui l'on donne et dont on reçoit. On peut généraliser cette formule et dire que le politique, c'est-à-dire ce geste qui instaure, qui fait advenir une communauté politique, une société, le politique, c'est l'intégrale des dons que se font les membres, l'intégrale au sens quasiment mathématique du terme, l'intégrale des dons que se font les membres d'une société, ou au contraire qui ne se font pas, l'intégrale des conflits, des dons de blessures ou de morts qu'ils s'infligent. Voilà. Où en sommes-nous de ce point de vue-là ? Qu'est-ce qui subsiste du don aujourd'hui dans sa capacité à faire société, à structurer une communauté politique ? Il faudrait, pour approfondir cette discussion, se demander où nous en sommes de la dynamique démocratique elle-même. On pourrait distinguer 4 grandes conceptions qui s'affrontent aujourd'hui de l'état de la démocratie. Des conceptions optimistes, celles qui pensent que la démocratie va triompher à l'échelle mondiale, à travers quelques soubresauts, mais que le principe de la libre élection, la liberté de l'opinion, des partis, etc., triomphera à terme, même en Chine, pour aller vite. Voilà, conception optimiste. Il y a toujours des conceptions nihilistes, soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche, celles qui pensent que la démocratie n'a jamais existé, que c'est une pure illusion, c'est un leurre idéologique. Bien. Il y a des conceptions pessimistes, celles qui pensent que la démocratie a existé, mais qu'elle est en train de disparaître, qu'elle est en train, comme dirait le philosophe Marcel Gauchet, de se retourner contre elle-même, qu'elle s'autodétruit.
Il y a des conceptions hybrides de la démocratie, celles qui pensent que la démocratie régresse sur certains plans. On vote de moins en moins en moyenne, on se mobilise de moins en moins dans les partis politiques, mais en revanche, on s'engage plus dans des petites associations. Bon an, mal an, ce que l'on perd d'un côté, on le gagnerait de l'autre. Quatrième conception possible. J'ai pour ma part, mais je ne le développerai pas ici, une conception à la fois plus pessimiste et plus optimiste de la question. Plus pessimiste parce que je pense que nous sommes en train de vivre une sorte de retournement des expériences totalitaires du XXe siècle. Nous vivons dans un régime que j'appellerais de totalitarisme à l'envers. Là où les totalitarismes d'hier voulaient à tout prix faire des grands corps unifiés, le grand corps du prolétariat, le grand corps de la race aryenne, le grand corps de l'État, et répudier le pôle de l'individu, faisait réputer illégitime tous les intérêts individuels, il me semble que nous vivons la symbolisation inverse, que c'est tout ce qui est de l'ordre du commun qui est désormais réputé nul et non avenu, illégitime, quasiment obscène. Seul ce qui est de l'ordre de l'individuel, voire de l'infra-individuel, de la parcelle d'individu, devient légitime, si bien qu'à partir de là, il devient très difficile de faire du commun et très difficile de faire circuler les dons. On pourrait dire de même, dans la veine pessimiste, on pourrait dire de même que toute cette sphère des dons qui circule au sein de ce que j'appelais tout à l'heure la socialité primaire, tout ce qui circule est en train de régresser, que cette part de la socialité primaire, des relations de personne à personne, naturelle, spontanée, est en régression constante face au poids croissant de la socialité secondaire. C'est ce que le philosophe Habermas appelle la colonisation de la vie quotidienne par le système, qui est de plus en plus importante. Et cette colonisation de la vie quotidienne par le système amène une régression de l'esprit du don. Et puis par ailleurs, ce qui vient compliquer le tableau, c'est que nous voyons naître sous nos yeux ce que j'appellerais un troisième type de société. Une société monde qui n'a jamais existé jusqu'à présent. De manière idéale typique, on peut en effet dire que dans l'histoire se seront succédés trois grands types de sociétés. Tout d'abord, la petite société, celle que je décrivais tout à l'heure, en rappelant les découvertes de Marcel Mauss, la petite société de l'entre-soi structurée par le don et les symboles. Après, il y a eu le règne des grandes sociétés. On faisait société avec des étrangers, auxquels on était unis par la religion, par exemple la communauté des croyants de l'islam, une grande société d'1 milliard de personnes, ça rassemble des étrangers sous une croyance commune. Et puis il y a eu aussi les grandes sociétés politiques, des démocraties modernes, des millions, des dizaines de millions d'étrangers unis sous la loi commune de la nation, de la loi démocratique de la nation. Unis donc par un don à une autre échelle que celle de la petite société, le don à l'esprit de la démocratie. Mais on voit se former sous nos yeux à travers Internet une troisième société, une société monde structurée par Internet, qui est une société qui ne repose plus sur le don, comme dans le cas de la petite société, ou sur la loi, comme dans le cas de la grande société. Non, c'est une très grande société qui devient une société virtuelle, en quelque sorte, une société structurée par le virtuel. À tout moment, on peut être en contact, à tout moment, on peut cesser le contact. Et dans cet espace-là, il y a bien un redéploiement de l'esprit du don. On voit bien toute la production des logiciels libres à travers Linux, à travers les coopérations, la tentative de faire des militances à l'échelle mondiale, mais en même temps, cette virtualisation du rapport social rend les relations de don très compliquées. Du coup, j'aborde maintenant le troisième volet de ce que je voulais vous dire. Où allons-nous ? Où allons-nous ? À quoi peut ressembler l'avenir ? L'avenir de la démocratie et l'avenir du don. Je vais reprendre sur ce point un petit article que j'ai écrit, qui est paru ce matin dans Libération, et que curieusement je vais démarrer par un rappel historique, le rappel d'un texte écrit en 1797, et je le rappelle parce que je le trouve toujours très pertinent, un texte écrit en 1797 par ce qu'on appelait le publiciste à l'époque, le philosophe, qui s'appelait Thomas Paine, qui était un Anglais qui avait été en 1776 le principal défenseur de la Révolution américaine
Et puis après, contre la critique réactionnaire de la Révolution française par Burke, le grand défenseur de la Révolution française et des droits de l'homme. On peut dire que Thomas Paine, c'est le penseur par excellence des droits de l'homme. En 1797, il écrit un petit mémoire destiné à la Convention française. Il est citoyen d'honneur de la République française. Petit mémoire dans lequel il explique la chose suivante. Il explique au fond le problème politique fondamental, c'est de faire accepter à la majorité des hommes de passer de ce qu'il appelle l'état de nature, autrement dit l'état de guerre de tous contre tous, à l'état de société ou à l'état de civilisation. Et pour assurer ce passage de l'état de nature à l'état de société ou de civilisation, il faut bien sûr que les hommes y trouvent leur compte, qu'il soit plus intéressant pour eux de vivre en société que de vivre dans la guerre de tous contre tous. Bien, j'aime bien cette formulation et je trouve qu'elle revêt malheureusement une actualité considérable. Nous voyons bien les menaces de conflits, de guerres généralisées qui guettent le monde, et notre problème, plus que jamais, c'est celui d'amener la grande majorité de l'humanité à préférer l'état de société et l'état de civilisation à l'état de nature, autrement dit à l'état de guerre de tous contre tous. Qu'est-ce qui pourrait les y conduire ? Qu'est-ce qui pourrait rendre un avenir démocratique pacifié plus ou moins désirable ? Bon, vaste sujet. Quelles seront les évolutions du monde ? Il y a 36 000 questions à poser. Mais il me semble que la question fondamentale, c'est la suivante. Mon intuition, c'est que les fondements philosophiques de la démocratie moderne ne seront pas suffisants pour faire préférer la démocratie au XXIe siècle à d'autres formes de régimes politiques. Ces fondements philosophiques de la démocratie moderne sont des fondements utilitaristes. Et là, je rejoins le mot, ce mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Ça veut dire quoi, des fondements utilitaristes ? Je ne veux pas entrer dans une discussion sur la définition de l'utilitarisme, qui est un sujet complexe. Je rappellerai simplement la définition, la caractérisation la plus générale, qui est celle que donne la philosophe Hannah Arendt, et que je trouve très juste. Par par doctrine utilitariste, elle entend les doctrines qui ramènent tous les problèmes, toutes les questions qui se posent à l'humanité, au sujet individuel, à une unique question: à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Et même plus précisément, à quoi ça me sert ? Voilà. Ça, c'est la question utilitariste typique. Or, il me semble que, pour l'essentiel, les philosophies de la démocratie dont nous sommes les héritiers sont des philosophies d'inspiration utilitariste. Elles se représentent le choix de la démocratie comme un choix effectué, il suffit de se rappeler la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme un choix effectué par des individus séparés qui s'associent librement dans la poursuite de leur avantage particulier. Autrement dit, la démocratie est valorisée pour des raisons utilitaristes, parce qu'elle permet aux individus de maximiser leurs avantages individuels. La démocratie est choisie parce qu'elle est utile. Qu'est-ce qui va se révéler insuffisant dans cette conception de la démocratie, cette conception utilitariste de la démocratie ? Eh bien, je crois 3 choses. Cette conception va se trouver prise en défaut sur trois plans différents. Premier plan, elle est trop occidentalo-centrée. Trop occidentalo-centrée et doublement occidentalo-centrée. D'une part, ces démocraties ont fonctionné parce qu'elles ont permis à l'Occident, alors quel langage employer ? Est-ce qu'on va dire de pomper ou d'absorber une partie des ressources du reste du monde, des ressources économiques du reste du monde ? Ça, c'est l'occidentalocentrisme économique, même sans reprendre des vieilles théories de l'impérialisme. Et puis par ailleurs, ces conceptions de la démocratie sont occidentalo-centrées parce qu'elles reposent sur la certitude de la supériorité absolue de la civilisation occidentale sur les autres civilisations du monde. Or, nous ne dépasserons pas la guerre de tous contre tous si nous n'entrons pas dans une logique de reconnaissance, je reviens au thème de la reconnaissance qui faisait la paix, une logique de la reconnaissance de la valeur, pas nécessairement égale, mais de la valeur à égale parité des différentes cultures ou des différentes civilisations. Il y a un problème maintenant que nous sommes entrés dans une ère post-coloniale, un problème de reconnaissance de l'égale légitimité des différentes traditions culturelles.
Et cela nous mène au-delà des conceptions utilitaristes de la démocratie. Par ailleurs, deuxième insuffisance de ces conceptions, il apparaît maintenant, je crois, assez clairement qu'une des raisons pour lesquelles les populations de l'Europe occidentale, des États-Unis, ont fini par préférer la démocratie aux dérives totalitaires possibles de l'avant-Deuxième Guerre mondiale, la raison fondamentale, ça a été des taux de croissance extraordinairement importants. Pendant les 30 Glorieuses, des taux de croissance de 4 à 5% qui ont permis à tout le monde, notamment en France ou en Europe occidentale, d'espérer un avenir matériel meilleur, d'espérer une situation sociale plus élevée que celle de ses parents et d'espérer pour ses enfants une situation sociale encore plus élevée que celle que l'on avait soi-même. Je crois que nous sommes entrés désormais pour longtemps dans une période de faible croissance, voire de croissance nulle. En tout cas d'état à peu près stationnaire, qui est d'ailleurs celui que connaît le Japon depuis 20 ans, par exemple. Bien, je crois que la même chose va survenir pour l'Europe occidentale et pour les États-Unis, qui ont eu de la croissance depuis 20 ans, par miracle en quelque sorte, par tromperie, par trompe-l'œil de spéculation financière généralisée, mais il n'y avait pas de véritable croissance derrière. Question, qu'est-ce qui va se passer? La démocratie sera-t-elle toujours autant valorisée, adoptée, s'il n'y a plus ces perspectives de croissance indéfinie? Troisième point, cette croissance forte, elle est désormais le lot de ce qu'on appelle les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, des grandes puissances émergentes avec des taux de croissance vertigineux de 8 à 10%. Mais on voit bien que, premièrement, ces taux de croissance importants n'amènent pas nécessairement à la démocratisation, en tout cas pas en Russie et pas en Chine. Et puis tout le monde sait bien que cette croissance s'effectue au prix d'une dégradation vertigineuse de l'environnement et qu'elle ne sera pas tenable très longtemps. Tout ceci nous amène à une question dramatiquement simple. Qu'est-ce qui va nous permettre de préserver la démocratie et d'éviter de nous massacrer à l'échelle mondiale s'il n'y a plus de croissance? Je laisse de côté la question de savoir si la croissance est intrinsèquement désirable ou pas désirable, mais si elle n'est pas là, qu'est-ce que l'on fait? Bien, je crois que pour répondre à cette question, qui est la question cruciale, il va nous falloir raisonner dans les termes d'une nouvelle idéologie politique qui va prendre le relais des idéologies du 19e et du 20e siècle, qui ont eu chacune leur grandeur et leur part de légitimité, le relais du libéralisme, du socialisme ou du communisme, dont on s'aperçoit rétrospectivement que les trois, parce qu'elles reposaient ces idéologies sur un soubassement utilitariste, les trois, au fond, avaient comme condition de plausibilité véritable la perspective d'une croissance indéfinie. C'est parce qu'on allait vers toujours plus de prospérité matérielle que l'on allait pouvoir réaliser la liberté, le socialisme ou le communisme. Qu'est-ce qui va se passer si ces perspectives de croissance indéfinies ne sont plus au rendez-vous? C'est la question que devra poser une nouvelle idéologie politique que j'aurais tendance à appeler le convivialisme. Ce n'est pas que le mot m'enchante, mais au fond, il dit bien ce qu'il veut dire. Il pose la question centrale, comment vivre bien ensemble, même s'il n'y a pas de croissance à l'infini? Pas de croissance à l'infini, ça veut dire que, et nous savons tous, que le défi fondamental qui nous attend, c'est de renoncer à la démesure, à ce qu'on peut appeler, ce que les Grecs appelaient l'hubris, à l'illimitation, à la quête de la puissance infinie, à la quête de la croissance infinie et de la puissance infinie. À la place de cette quête de la puissance infinie, je ne dis pas qu'il s'agit de rester en arrière, de vivre pauvrement dans l'ascèse, etc. C'est pas ça la question. Si nous ne vivons plus dans l'aspiration à l'infini, dans la chasse à l'infini, à la puissance infinie, à la richesse infinie, alors quels peuvent être les principes organisateurs du monde? Je crois qu'ils seront des principes nécessairement anti-utilitaristes ou supra-utilitaristes. Ça sera un principe de reconnaissance de la commune humanité de tous les êtres humains, premier principe fondamental, qui doit s'imposer avant toute chose, reconnaissance d'un principe de commune humanité, d'un principe de commune socialité. Il faut faire société ensemble et désormais à l'échelle mondiale. L'opérateur politique ou éthique de cette commune socialité, de cette commune humanité, c'est nécessairement une logique de don, mais qui désormais s'exercera pas seulement à l'échelle de la famille, du village, des associations, de la nation, mais nécessairement
à l'échelle de l'humanité tout entière. Ça ne veut pas dire que la nation est dépassée, ce n'est pas du tout ce que je dis. Simplement, il faut opérer une transcroissance de la nation, une transcroissance de l'espace démocratique. Très concrètement, il me semble que les deux mesures symboliques fondamentales qui pourraient sceller cette reconnaissance de la commune humanité et de la commune socialité, c'est premièrement, et c'est justement ce qu'avait énoncé Thomas Paine, premièrement l'adoption du principe qu'aucun être humain ne doit pouvoir vivre, qu'il n'est pas tolérable qu'aucun être humain vive en dessous d'un certain niveau de ressources. C'est un principe de, appelons ça, de revenu minimum inconditionnel, et c'est précisément ce que préconisait Thomas Paine à la Convention française, en disant si vous adoptez, et ça me revient à l'esprit, si la Convention française adopte ce principe qu'il faut donner inconditionnellement un minimum à chaque citoyen pour qu'il préfère l'état de société à l'état de nature, à ce moment-là, disait Thomas Paine, la Révolution française conquérera le monde entier sans avoir besoin de tirer un seul coup de canon. Je ne sais pas s'il avait raison, mais en tout cas, c'était sa conclusion. Premier principe, la reconnaissance de la commune humanité passe par l'affirmation que tout être humain a droit à un niveau de vie minimum qui l'empêche de sombrer dans l'abjection de la misère. Et puis, symétriquement, eh bien, il faut affirmer qu'aucun être humain ne doit être admis à céder au mirage de l'illimitation, à la quête de la richesse ou de la puissance infinie. Et ce deuxième principe, cette idée débouche sur l'idée d'un niveau de revenu maximum. Un niveau de revenu maximum qui peut être très élevé, on peut en discuter. On peut en discuter du seuil qui serait désirable, mais je crois qu'il est absolument vital d'affirmer ce principe de limitation, car si certains sujets, si certains individus sont reconnus légitimes dans la respiration à la puissance, à la richesse infinie, alors il ne peut plus exister de commune humanité ou de commune socialité. Et voilà ce qui m'amène à ma conclusion. En un mot, je pense, c'est ce que je disais au début, seul le don peut nous sauver, seul le don entendu comme un opérateur politique qui permette de réaffirmer la commune humanité de tous les hommes et d'instaurer à l'échelle mondiale ce principe d'autolimitation du désir de puissance de l'humanité par adoption d'un principe de revenu minimum et de revenu maximum. Je vous remercie. Je ne sais pas du tout ce qui se passe après. Alors, on passe la parole à la salle. Vous êtes là, voilà. Très bien. Et on a une question. Pardon. Le nouveau Premier ministre anglais, je ne sais plus son nom, Cameron, vient de déclarer qu'il faudrait que les chômeurs travaillent gratuitement. On est quand même là loin d'André Gorz et du revenu inconditionnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sinon, on est peut-être en train de préparer les nouveaux totalitarismes du XXIe siècle. Si c'est ça la nouvelle grande transformation. Sinon, j'aurais peut-être une autre question. Dans le cadre que vous avez décrit à la fin, est-ce que l'économie de la contribution pourrait rentrer dans c'est-à-dire l'économie de la contribution avec le modèle des logiciels libres dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui. Sur la première question, ce que je pense de Cameron, c'est que nous ne l'accepterons pas comme membre du MOS, je pense, sauf à passer un examen très précis. Sur la deuxième question, la question de ce qu'on vous appelez l'économie de la contribution des logiciels libres, c'est le mouvement qui est défendu très notamment par la revue Multitude, qui se réunit autour des thèses de Tony Negri, et qui aspire à l'avènement d'un communisme à l'échelle planétaire qui serait réalisé par les logiciels libres. Je n'ai pas d'idée très définitive sur la question. Je suis quand même assez méfiant vis-à-vis de la chose. Alors, qu'on parle de contribution, don, c'est vraiment... il faut juste se mettre d'accord sur les termes, peu importe. Comment dire, très, très bizarrement, dans cette perspective qui se veut marxiste radicale, il me semble qu'on assiste à une disparition complète du politique.
puisque l'idée de Negri, c'est qu'au fond, c'est même pas la peine de se battre contre le capitalisme, contre l'Empire, comme il dit. On va organiser spontanément des réseaux de coopération à l'échelle mondiale à travers la libre contribution, des libres contributeurs au logiciel libre, et sans avoir à s'occuper de la structure des États ou de l'économie. Et puis, en quelque sorte, le communisme se réalisera tout seul, hein, au sein de cet univers capitaliste, quasiment sans qu'on ait rien à faire. Et ça me paraît bizarre, voilà. Oui. Oui, mais alors, bon, après les thèses de Stigler, c'est autre chose, hein. C'est un petit peu différent. Mais les aspirations de Bernard Stiegler, elles sont du côté de l'économie sociale et solidaire, très fondamentalement, hein, qui est un thème que nous défendons aussi, bien évidemment, au sein du MOS, depuis assez longtemps. Simplement, je pense qu'il ne faut pas placer trop d'espoir dans la seule économie solidaire, c'est-à-dire l'économie du monde associatif, dans le commerce équitable, etc. C'est tout à fait important de le développer, mais je ne pense pas que ça puisse à soi seul structurer l'économie à l'échelle mondiale. Voilà. Et donc je crois que... alors, soit on dit qu'il faut abolir le capitalisme, première discussion, mais je suis un peu sceptique. Soit on dit on va développer l'économie solidaire à la place du capitalisme. Je suis un petit peu sceptique aussi. Je pense qu'il faut avancer de manière plus dialectique. Voilà, plus dialectique. Et que le problème est celui d'une régulation très très ferme du capitalisme. Bon, très concrètement, je vais être un peu plus concret. À partir de ce que je disais sur le revenu maximum, petit rappel. Je ne sais pas pourquoi je rappelle toujours ce chiffre, c'est celui on pourrait donner des chiffres extraordinairement nombreux et variés sur l'explosion des inégalités dans le monde depuis une trentaine d'années. Celui qui personnellement me parle le plus, c'est le suivant. Dans les années 1970, les 100 patrons américains les mieux payés gagnaient 39 fois le salaire de base de leurs ouvriers les moins payés. Désormais, leur rémunération, c'est 1000 fois le salaire de base. Autrement dit, les inégalités ont été multipliées par 25. Il me semble que si déjà on pouvait amorcer le retour aux normes en vigueur dans le capitalisme américain des années 70, je ne parle pas d'un communisme ou quoi que ce soit, je pense que la situation changerait considérablement. Essayons déjà d'aller dans cette direction-là. Oui, je voulais parler une question sur l'enseignement. Oui. Bon, c'est vrai qu'entre le professeur et l'élève, il y a un don, un échange. Et maintenant, on entend beaucoup d'élèves dire ça ne sert à rien ce qu'on fait, de toute façon on n'aura pas de travail. Et en plus, il se pose le problème de la spécialisation. Bon, autrefois, en France, traditionnellement, on avait un enseignement assez général. On disait qu'on faisait ses humanités même, ce qui veut bien dire qu'on apprenait tout un tas de choses dont on savait que pour le métier, ça ne nous servirait pas. Alors, je voudrais savoir quel peut être votre avis vis-à-vis de ces spécialisations des gens qui sont que dans un domaine et à qui on n'ouvre pas assez l'esprit, le danger que ça peut faire courir justement à la démocratie, tout simplement. Je pense en effet que c'est tout à fait catastrophique et que ça va de pair avec ce que j'appelais tout à l'heure le totalitarisme à l'envers. Et que j'appelle aussi le parcellitarisme, c'est-à-dire la tendance à réduire toute notre vie et les savoirs, notamment en parcelles de savoir, distribués par des experts. Et alors, c'est une longue discussion. Enfin, j'hésite à entrer dans trop de détails, mais comment dire ? Je suis très frappé. Moi, je suis à l'université, donc c'est là où je vois le mieux les évolutions. Et les évolutions, en 2 ans, deviennent absolument vertigineuses et terrifiantes. Terrifiantes puisque toute l'évaluation du travail des professeurs ou des chercheurs, des enseignants-chercheurs, se fait désormais de manière de plus en plus automatisée. Alors, il faut remplir de gigantesques bordereaux en indiquant le nombre de publications que l'on a faites, des publications dont la valeur est évaluée par des logiciels, d'ailleurs américains pour l'essentiel, qui sont des indicateurs bibliométriques, alors qui hiérarchisent en quelque sorte la valeur de la production des uns et des autres en fonction de la place dans la hiérarchie des différentes revues dans lesquelles il est publié.
il y a là, derrière, une fantasmatique absolument invraisemblable. Car ce n'est pas illégitime de se demander si des gens travaillent bien ou pas bien, si ce qu'ils produisent a vraiment de la valeur ou pas de la valeur. Mais il se trouve que les indicateurs qui sont utilisés pour ça sont extraordinairement problématiques. Dans le domaine où apparemment les choses sont le plus simples, le plus facilement objectivables et quantifiables possible, dans le domaine des revues de mathématiques ou d'informatique. Il existe au monde 2 grands indicateurs de la valeur des revues. Pour le premier, Science Seer, pour le premier indicateur, exactement, la revue qui est classée première dans le premier indicateur est classée 250e dans le deuxième. Voilà. La revue qui est classée deuxième n'apparaît même pas dans le deuxième indicateur. Donc vous voyez le degré d'arbitraire de ces classifications dans un domaine pourtant apparemment très objectivable. Je poursuis un petit peu. Je poursuis un petit peu dans certaines universités, dans une université que je ne nommerai pas. Ce n'est pas encore tout à fait réalisé, mais le système de gestion du personnel enseignant. Car désormais, les professeurs sont considérés comme du personnel enseignant. Avant, les professeurs pouvaient dire « nous sommes l'université ». Maintenant, ils sont du personnel enseignant. Bien. Le logiciel de gestion qui va se mettre en place fonctionne de la manière suivante. Un professeur doit 6050 heures, j'ignorais, j'ai appris ça, 6050 heures par an d'enseignement et de recherche. On considère que chaque année, ces 6050 heures valent 100 points. Et chacune des actions de l'enseignant est comptée pour un nombre de points déterminé. Par exemple, vous faites un cours pendant 3 mois devant 20 étudiants, ça vous rapporte 2 points. Si c'est devant 40 étudiants, ça vous rapporte 3 points. Si vous participez à une réunion du département, ça vous rapporte un demi-point. J'invente rien. Je ne vous garantis pas la précision des chiffres, je suis honneur, mais l'idée générale est la suivante. Vous passez un coup de téléphone à un chef d'entreprise du 9-2. Ça vous rapporte un quart de point pour 5 minutes. Si c'est du 9-3, ça rapporte qu'un huitième de point, hein, évidemment. Bon, etc., etc. Et au bout de l'année, il faut avoir 100 points. Si vous n'avez pas les 100 points, ben vous aurez des charges supplémentaires de travail l'année suivante. Si vous avez 120 points, vous pouvez investir. Cumuler, ça vous fera des décharges de services, etc., etc. Bien. Comment vous dire ça? Ça veut dire que tout ce qui était fait par libre appréciation des enseignants-chercheurs, mais on pourrait dire la même chose dans l'hôpital, on pourrait dire la même chose pour le secondaire, etc. Chacun faisait son travail par ce qu'on appelle par devoir d'État, par l'idée qu'on sait ce qu'on a à faire et qu'il faut le faire, et on doit le faire parce qu'on sait ce qu'on a à faire par devoir d'État. Tout ceci est remplacé par une appréciation extrinsèque, quantifiée, parcellisée, supervisée par des experts. Voilà. Et tout le savoir qui est distribué et devient également un savoir d'expert. Alors ça renvoie à un autre thème. Il se trouve que j'ai publié il y a 1 mois avec 4 amis un livre sur l'université qui s'appelle « Refonder l'université » avec le juriste Olivier Beau, qui était très actif dans la grève des universités il y a 2 ans contre la loi LRU, avec le philosophe Marcel Gaucher, avec un scientifique Pierre Ancrenat et un de mes collègues François Vatin. Qu'est-ce que nous constatons ? C'est que tout le débat sur la réforme de l'université est extraordinairement biaisé parce que on considère que l'université, c'est l'université qui doit être réformée et que tout le reste va bien. Le reste, c'est quoi ? C'est bien sûr les grandes écoles, les petites écoles, les moyennes écoles, les IUT, etc. Seule l'université irait mal. Mais de fait, l'université va mal. L'université va mal puisqu'elle est le seul endroit qui ne sélectionne pas ses étudiants. Je ne dis pas qu'il faut sélectionner, c'est un vaste débat, hein, et qui prétend donner un savoir non immédiatement rentable d'un point de vue professionnel. Voilà. Et de fait, il y a une fuite maintenant de l'université pour aller dans tout ce système des petites, moyennes et grandes écoles qui devient de plus en plus privé. Et on a réussi à rassembler les chiffres que le ministère ne donne pas et on s'aperçoit qu'en 10 ans, les petites officines privées ont gagné 15% de la population estudiantine. Car de fait, même à l'université, vous ne pouvez plus passer en 2e année de droit ou en 2e année de médecine sans passer par une préparation privée. Donc on a à la fois concomitamment une gigantesque privatisation de l'enseignement supérieur et une hyper-spécialisation de l'enseignement qui fait apparaître nul et non avenu toute la tradition humaniste habituelle, la tradition d'un savoir généraliste. Et donc l'idée même qu'il y a un plaisir
qu'il puisse y avoir un plaisir à se cultiver ou accéder au savoir pour lui-même. Je ne dis pas qu'il faut que le savoir ne rapporte aucun boulot, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais on voit bien comment cette dimension de gratuité de l'enseignement, du rapport au savoir, de plaisir, est en résorption ultra rapide face à une hyper professionnalisation spécialisée. Bonjour. Moi, je voudrais intervenir sur ce problème du don. Il me semble que quand vous parlez du don, vous ne parlez que du donneur, dans ce que j'ai entendu tout à l'heure. Le donneur qui est ou libre ou pas libre, ou intéressé ou désintéressé. Et il me semble que ça correspond à ce que nos religions dites grandes, donc on commence à être heureusement débarrassés, ont proclamé pendant toute leur existence qu'il y avait des gens qui étaient riches et qui devaient le rester, qui étaient en haut de la hiérarchie et qui devaient surtout le rester, et qui devaient donner, alors libre ou pas libre, etc. Et que tout cela a fait complètement, même pas regarder dans ce cadre la souffrance et l'humiliation du receveur. Dans notre société, nos sociétés, je parle, excusez-moi, je ne parle pas du tout d'autres sociétés que je ne connais pas, dites primitives. Et bon, pour être un peu plus rapide, me semble que ce que notre modernité, notre reconnaissance un peu plus de l'humanité de tout le monde aurait intérêt à remplacer ce mot de don par le mot de solidarité. Et alors, je voudrais savoir ce que vous pensiez de ce mot qui, lui, est beaucoup plus respectueux de ce que certains sociologues appellent actuellement le respect égalitaire, où on est tous ensemble, on fait tous ce que l'on peut et on met un pot et on est solidaires de tous égaux, enfin égaux dans la réception, si vous voulez, avec le don qui peut être peut-être plus fort ou moins, plus important ou moins important, mais tout aussi important par la valeur si quelqu'un a moins ou a plus. Voilà, qu'est-ce que vous penserez de cette idée ? Ben, je crois être très très largement d'accord avec vous. Effectivement, l'avènement de la démocratie moderne, et notamment de la démocratie sociale, s'est fait à travers la conquête de droits sociaux qui ont permis justement aux plus pauvres, plus démunis, d'échapper à l'humiliation du don et de ne pas dépendre des initiatives individuelles de telle ou telle personne riche, caritative, etc., mais de recevoir un don qui était médiatisé par l'État, par la redistribution, et donc qui apparaissait, qui n'était plus humiliant puisqu'il était perçu comme un droit également partagé par tous les citoyens. Ça, c'est bien sûr le résultat de tout le travail de l'idéologie démocratique et socialiste du XIXe siècle. Un des principaux penseurs de la solidarité, c'est le socialiste, le philosophe Pierre Leroux, qui écrit à partir la fin des années 1830, 1840, et qui défend justement cette notion de solidarité. Et un des héritiers de cette tradition de Pierre Leroux, c'est Jean Jaurès, dont Marcel Mauss est un des principaux collaborateurs. Et donc vous avez tout à fait raison. Une des motivations de l'essai sur le don, je crois, c'est très, très précisément la vôtre, c'est de rappeler que le don est humiliant. Ou encore que le don fait les esclaves, comme on dit. Le don fait les esclaves. Le don est humiliant. Et donc, il faut ôter l'humiliation du don et le remplacer en droit. Alors, cela étant, il y a quand même une petite... j'aurais quand même une réserve sur la formulation, une réserve éventuelle, c'est qu'il ne faut pas non plus que la transformation du don en droit, au nom de la solidarité, fasse une population d'assistés. Voilà. Alors parce que vous disiez que je ne parlais que du don, vous avez raison, mais il ne faut pas non plus parler uniquement du recevoir.
Il ne faut pas non plus qu'il y ait une population de gens qui pensent uniquement qu'ils doivent recevoir l'éducation, des aides, etc., sans avoir eux-mêmes à donner quoi que ce soit ou à rendre quoi que ce soit. C'est le problème. Et du coup, je pense qu'il est quand même important, c'était le sens de mes formulations sur l'articulation entre dons et politique, il est quand même important de rappeler que même dans les assurances, ce que moi s'appelle les assurances sociales ou l'aide sociale, etc., il y a malgré tout une dimension de don. Une dimension de don de la communauté à ceux qui la reçoivent, et que ce don, dans une certaine mesure, oblige. Il oblige à rendre quelque chose en échange. Si le don qui est reçu n'active pas celui qui le reçoit à se transformer à son tour en donateur à d'autres personnes, peu importe de quoi, à ce moment-là, il a raté son effet. Donc il faut quand même réenclencher ce cycle de donner, recevoir, rendre. Et je dirais que le but de la politique sociale, de l'aide sociale, c'est pas seulement de redistribuer des ressources ou des aides, des revenus minimum par exemple aux plus démunis, c'est de transformer l'ensemble des membres de la société en donateurs potentiels à leur tour. Voilà, mais je vois que vous êtes d'accord avec cette formulation. Peut-être. Pardon ? Oui. Ah. J'ai beaucoup apprécié la fin de votre discours. Oui, ça y est, je vous vois. Parce qu'il y a des projecteurs, je suis désolé. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que le don, c'est d'abord un sens de responsabilité de soi-même à l'égard des autres. C'est la première chose. Et c'est ça qui est une des catastrophes de notre époque. Plus personne n'a de responsabilité. Plus personne ne se sent responsable de quoi que ce soit. Ce qui amène à des égoïsmes abominables comme ce à quoi on assiste aujourd'hui. Le fait que entre les plus pauvres et les plus riches, on puisse avoir de telles différences, si les politiques avaient fait leur travail, on n'y serait pas arrivé. C'est parce que les politiques n'ont aucun sens de leur responsabilité, ni aujourd'hui, ni hier. Pendant un temps, suite à la guerre 39-40, c'est-à-dire d'abord suite à une crise économique profonde qui n'a pu finir que par une guerre, parce que les politiques, justement, n'avaient déjà pas le sens de leur responsabilité, nous sommes arrivés à un moment un peu après la guerre, à des proportions convenables. C'est parce que les peuples ont eu la mémoire de ce qu'on leur a fait payer par l'irresponsabilité et des financiers et des politiques. Mais c'est normal, c'est l'humain, c'est comme ça. On finit par oublier les choses. Surtout que les politiques font tout ce qu'ils peuvent avec les financiers pour qu'on oublie. Donc on oublie. Et voilà où nous en sommes. Et si on ne se souvient pas de ça, on va finir comme la fois précédente. Mais personnellement, je dis que cette fois-ci, je ne sais pas, 80 millions de morts, ça n'en a rien à faire, c'est sans intérêt. Ça sera beaucoup plus, parce qu'il y a le problème de l'écologie, il y a le phénomène que avec l'informatisation, la mécanisation et l'automatisation, on peut facilement, et c'est déjà fait, remplacer l'homme par des machines. Et cette économie qui fonctionnait finalement assez bien à la fin du 19e et au début du 20e, avec à peu près, grosso modo, 2 milliards d'individus sur cette planète, pourrait fonctionner encore mieux avec 1,5 milliard et sans poser le problème de l'écologie. Alors, de deux choses l'une, ou nous allons arriver à assumer avec responsabilité collective le fait de réduire là où les revenus sont vraiment trop importants pour que tout le monde puisse vivre sur cette planète, ou nous allons terminer dans ce drame. Ça n'est pas possible autrement. Nous sommes déjà, en gros, à 3 planètes pour la population que nous sommes, dans le système où nous sommes, alors que vous avez 800 millions d'Indiens
et 800 millions de Chinois qui sont en dessous de tous les seuils de pauvreté. Et je ne parle pas de l'Afrique. Voilà. Bon. C'est tout ce que je voulais dire et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous venez de dire. Merci. Alors, j'écoute tout ça avec beaucoup d'intérêt parce que le don, c'est la vie. Et d'y réfléchir, ça a vraiment une importance capitale. Mais en même temps que je vous écoute, il y a des petites choses que je voudrais bien reprendre. Il me semble que j'ai entendu que c'est la croissance qui devrait faire les démocraties. Non ? Non. J'ai dit que c'est la croissance qui avait favorisé l'adhésion à la démocratie. Voilà. Ah, d'accord. Donc ça, c'est une petite nuance qui me paraît simple. Parce que normalement, la démocratie devait réussir à rendre le bonheur aux gens, le bonheur qui fait qu'ils ont assez à manger, qu'ils ont... Hein, on est bien d'accord donc sur ce point-là. Le deuxième point que je voulais reprendre pour m'assurer que j'ai bien... Ah oui, c'est pas facile parce que je suis encore de ce que j'ai écouté de ce monsieur qui a abordé le problème de la responsabilité qui me paraît complètement... essentiel pour que l'humanité puisse survivre. Mais, ah oui, sur l'humiliation du don, je voulais dire que le fait, notre démocratie, ce qu'elle a réussi à faire par rapport aux religions, on n'a peut-être plus la culpabilité qu'on avait pu générer avec le don, mais on a bureaucratisé le don et toute la dimension interhumaine disparaît. Quand quelqu'un donne de l'argent à quelqu'un d'autre, admettons sous forme d'un prêt, il y aura tout un échange qui va dire que tu as besoin de l'argent pour faire quoi, hein? Et dans ces systèmes de crédit solidaire, il n'y a pas seulement l'argent qui circule, il y a aussi tout un travail de conseil qui circule en même temps. Ça, à notre époque, c'est complètement perdu avec la bureaucratisation des services. Et il y a ce monsieur qui parlait du problème des instituteurs, hein? Oui. Un des problèmes des derniers 20 ans à l'école, je l'ai goûté parce que j'ai eu mes enfants, c'est que le don de l'instituteur vis-à-vis des jeunes s'est perdu. On a bureaucratisé même le savoir et beaucoup d'instituteurs, ils ont appris à porter les cendres, mais ils n'ont plus appris à transmettre la flamme. Et ça, il va falloir réanimer un petit peu le feu et je pense que c'est un travail important. Et ce n'est pas les politiques qui vont le faire, c'est vraiment un travail d'humain avec les humains. Oui. Je ne peux pas vraiment répondre parce qu'il n'y a pas vraiment de questions. Il y a des échos. Mais il me semble quand même qu'on pourrait peut-être reprendre une partie des discussions qui... je vais peut-être écouter monsieur d'abord. Non, c'est une question courte. Est-ce que la taxe Tobin, oui, qui était une forme de don automatique, anonyme, donc non humiliant finalement, n'était pas une solution formidable et pourquoi ça n'a pas marché? Oui. Sur ce point, je vais vous répondre très vite, c'est que j'en sais rien. J'ai pas d'idée très claire. Pourtant, je suis resté assez proche d'Attaque. C'est des questions assez techniques, mais finalement, l'idée même a été reprise même par Sarkozy à un moment, par Chirac ou par Sarkozy. Pourquoi ça marche pas? Il y a des questions techniques financières. Comment dire? De toute façon, le problème, c'est un problème d'acceptabilité politique d'une régulation du capitalisme. Après, le choix de telle ou telle modalité particulière est relativement secondaire. Mais si on revenait en arrière par rapport à ce que disait le monsieur avant, sur la perte de mémoire, donc ça ne répond pas directement à votre question, mais ça fait écho malgré tout. Il faut se rappeler qu'après la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, dans les années 1950, le taux d'imposition marginal sur les hauts revenus était de 90%. Voilà. Donc là encore, ce n'était pas le pays le plus communiste de la planète. Voilà. On a oublié cette situation-là. Ça veut dire qu'il y avait une acceptation politique générale du fait que la solidarité nationale l'emportait sur le désir d'enrichissement individuel. Bon, si on n'a pas ça, on peut discuter à l'infini de la taxe Tobin ou telle mesure, mais de toute façon, ça n'avancera pas. Donc là, ce qui est plus important, je pense, en amont du débat proprement technique sur telle ou telle mesure particulière, c'est vraiment les débats, je crois, sur les fondements même de notre démocratie.
sur le rapport à la question de l'illimitation. Mais ce que je voulais dire, en écho finalement à tout un ensemble de questions sur le don, sur la solidarité, sur l'enseignement, etc., c'est que le problème peut bien s'exprimer à travers une distinction que certains économistes commencent à faire et que je trouve tout à fait importante. C'est la distinction entre ce qu'ils appellent les motivations intrinsèques des actions et les motivations extrinsèques. Les motivations intrinsèques d'une action, c'est ce qu'on fait pour le plaisir de l'action particulière dans laquelle on est. On est instituteur, on a plaisir à être instituteur. On est professeur universitaire, on a plaisir à enseigner. On est sportif, on a plaisir à faire du foot. On est musicien, on a plaisir à jouer du piano. Ça, c'est des motivations intrinsèques. Or, qu'est-ce que c'est que les motivations extrinsèques ? C'est ce qu'on fait par intérêt financier ou par intérêt de carrière, etc. C'est extrinsèque à l'activité particulière. C'est des motivations générales. Ce n'est pas qu'elles soient illégitimes, mais c'est étranger à l'activité en question. Et il me semble que ce à quoi nous assistons, à travers tout le système de comptabilisation de l'utilité économique ou de l'utilité sociale des différentes actions des uns et des autres, utilité sociale des médecins, utilité sociale des professeurs, des agents de police, etc., etc., nous assistons à un gigantesque remplacement des motivations intrinsèques des actions. Autrement dit, de tout ce qu'on fait, là je vais retrouver les catégories d'homos que je présentais tout à l'heure, autrement dit, de tout ce que l'on fait, soit par sens du devoir, soit par sens de la solidarité ou par amitié, soit par plaisir pour l'action spécifique. Ça, c'est les motivations intrinsèques. Nous assistons à un gigantesque remplacement de ces motivations intrinsèques par un système de motivation extrinsèque, commandé de l'extérieur. Et c'est dans ce cadre-là que se perd tout sentiment de la responsabilité. Parce que si on est évalué uniquement sur des critères externes à l'activité en question, à ce moment-là, on se sent irresponsable de l'activité en question. Voilà, donc je pense que vraiment, si on veut faire revivre l'esprit du don, un des enjeux fondamentaux, c'est celui-là, de redonner vie à l'espace de liberté qui nous fait chérir nos motivations intrinsèques à faire ce que l'on fait par plaisir de ce que l'on fait, plutôt qu'à des motivations extrinsèques évaluées quantitativement par des agences d'évaluation et de notation externes. Si vous permettez, j'aimerais apporter un petit complément. À l'heure actuelle, on a effectivement des mouvements de marché équitable, etc. Tout ça, c'est très gentil, il ne faut pas les décourager, c'est bien. Mais ça n'est qu'une toute petite soupape de sécurité qui permet par contre que poursuive l'institutionnalisation d'un système absolument fasciste. Et c'est un fascisme économique. Plutôt non, c'est un fascisme financier. Et justement, à cet égard, moi j'aimerais bien que beaucoup d'économistes cessent de se prétendre des économistes. Pour moi, il n'est pas d'économie sans d'abord poser l'homme en premier. Or, que sont ces discours de pseudo-économistes? Des discours de financiers, point. Et ça s'arrête là. Ils font de la finance. Et je voulais dire que si on ne lutte pas contre ces institutions qui sont en train de s'installer, cet après-midi, j'écoutais Daniel Mermet, je suis à la retraite, j'ai le temps. Cet après-midi, j'écoutais Daniel Mermet qui avait fait une enquête sur le fameux système qui a remplacé la NPE, où ils expliquaient que les employés sont sous un système de surveillance croisée. C'est-à-dire qu'ils sont surveillés par leur direction et ils sont tenus de se surveiller entre collègues, surveillés par leur direction qui a l'obligation d'un chiffre de radiation de chômeurs. Ça, je comprends bien. Notre petit clown qui avait annoncé qu'il y aurait moins de chômeurs, comme il n'y a pas plus d'emplois, il n'y a qu'un moyen, c'est de radier les chômeurs. Et le deuxième système
qui fait le contrôle croisé, c'est que l'ensemble du bureau local, l'ensemble du personnel reçoit une prime si le chiffre a été obtenu. Ce qui conduit à ceci, c'est que quand un collègue, pour des raisons morales, refuse de radier quelqu'un, il est mal vu du reste de ses collègues. On est dans un fascisme. Je crois qu'il ne faut plus se voiler la face. Quoi qu'en disent les intellectuels paillettes de la télé, genre BHL, pardon. C'est pareil. Voilà. Messieurs, dames. Mais on est peut-être dans ce que j'appelle un totalitarisme à l'envers. Fascisme, après on peut en discuter. Mais en tout cas, ce que vous dites après, sous réserve de vérification, c'est une parfaite illustration de ce que j'appelais à l'instant le remplacement des motivations intrinsèques par des motivations extrinsèques. On a fait Oui, j'aimerais éclaircir une notion, enfin la notion de don de Marcel Mauss. Et si on l'a transposé à notre époque, et si je prends l'exemple du cadeau à Noël ou bien le cadeau d'anniversaire, est-ce qu'on peut dire que finalement c'est tout le contraire de l'acte généreux, mais plutôt un investissement sur l'avenir? Pour reprendre ce que vous disiez, je donne pour recevoir, pour redonner, parce que d'abord c'est un acte social, c'est une habitude, et par là on rejoint la notion d'habitus de Bourdieu. Et pour en revenir à Mauss, est-ce qu'on peut interpréter comme un investissement, un crédit sur l'avenir? Merci. Oui, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que les formulations de Mauss et ce qu'il découvre sont plus paradoxales que cela. La formulation que vous donnez, c'est celle que pourrait, il ne le dirait pas comme ça, mais grosso modo, ça serait celle de Bourdieu. Autrement dit, cette forme de généralisation du modèle économique à la sociologie, sur une base post-marxiste. Parce que chez Bourdieu, qui est dans le lignage, dans la lignée des moralistes français, de Pascal, etc., le monde est une vallée de larmes. Et il n'y a que des calculs d'intérêt généralisés. Chez Bourdieu, c'est des calculs d'intérêt inconscient. Plus on pense être subjectivement généreux, plus c'est rentable. Mais finalement, effectivement, c'est un investissement à long terme. Chez Bourdieu, le don sert à constituer ce qu'il appelle un capital social. Des dépendants, des alliés, etc., qui vous rendront. Et donc, il n'y a aucune motivation généreuse dans le don. Plus on pense être généreux subjectivement, moins, en fait, on l'est. Parce que plus c'est payant. Bon. Je pense que les formulations de Mauss sont plus intéressantes que ces formulations très, très augustiniennes et au bout du compte très économistes qui nous enferment dans ce cercle vicieux. On ne sort absolument pas de l'intérêt pour soi. Je pense que dans le don maussien, c'est pas qu'on n'attende pas qu'il y ait du retour. D'ailleurs, vous aimez quelqu'un, vous lui faites un cadeau. Évidemment, vous aimeriez bien qu'il vous aime aussi. Mais c'est pas pour ça que vous faites un cadeau pour acheter son amour. Vous comprenez? Et que vous faites un investissement. C'est des choses qui sont plus déconnectées que ça. Vous entrez dans une sphère de liberté, d'indétermination et de gratuité dans ce sens-là, de marge de jeu. Il faut qu'il y ait une marge de jeu, voilà. Qu'il y ait une marge de jeu, qu'il y ait une incertitude sur le retour. Il y a une incertitude sur le sens du don, on ne sait jamais très bien ce que ça veut dire. Il y a une incertitude sur le retour possible. Et c'est cette incertitude qui fait vivre les êtres humains, fondamentalement, et qui fait vivre aussi la démocratie. Si le don se réduisait à un investissement, il deviendrait absurde et autodétruit, puis il n'y aurait plus de marge de jeu et aucune possibilité humaine. Voilà. Donc je pense qu'il faut desserrer le déterminisme bourdieusien radical, voilà, et sortir d'une vision trop économiste du don. Oui, bonsoir. Oui. Moi, je voudrais revenir sur les notions de socialité primaire et secondaire, et notamment sur ce que vous disiez de l'entreprise, à savoir que c'était donc plutôt une socialité secondaire, mais que votre collègue avait très nettement démontré que dans les entreprises qui fonctionnent bien ou qui sont le plus efficaces sont aussi celles où il y a une socialité primaire qui persiste. Mmh.
Or, quand on voit les fonctionnements, enfin le management nouveau, Pardon le management New Age. Oui. Enfin, New Age, c'est pas vraiment. Le New Management. Le nouveau management. Oui. Notamment, je pense à une entreprise comme France Télécom, parce qu'on en a beaucoup parlé à travers la presse, où il y a vraiment une radicalisation des méthodes et une déshumanisation des méthodes de gestion appliquées aux personnes. Ma question, moi, je suis toujours émerveillée de voir comment on peut faire un choix aussi radical alors que, d'accord, ce sont des chercheurs et des universitaires, donc ce ne sont pas les grandes vedettes de la société, mais des gens démontrent qu'effectivement, cette radicalisation n'est pas, à long terme, une bonne chose pour l'entreprise elle-même. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur cet aveuglement, ce type d'aveuglement ? Oui. Alors, il faudra peut-être en parler davantage avec Norbert Alter. Il montre très bien qu'à long terme, en effet, c'est assez catastrophique parce que ça détruit, ce new management détruit toutes les solidarités, les mémoires des dons passés, etc. Et que donc, au bout du compte, c'est pas efficace. Cela dit, il n'est pas économiste. Je veux dire, j'aimerais bien presque un modèle fait par des économistes pour évaluer le degré d'efficacité ou d'inefficacité du don. Mais d'abord, il faut peut-être expliquer un tout petit peu plus en quoi le don est efficace, d'un point de vue même fonctionnel. Bon, moi, je suis professeur à Nanterre. L'administration de Nanterre est particulièrement calamiteuse. C'est presque impossible de réussir à s'inscrire à Nanterre tellement ça marche mal. Mais alors pourquoi c'est calamiteux ? Ce que j'ai découvert au fil des années à Nanterre, c'est qu'aucune information qui est entrée dans un bureau d'administration de Nanterre n'en sortira si quelqu'un ne va pas la chercher, même si elle vous concerne directement. Parce que personne ne vous dira que l'information qui vous concerne est arrivée là. Sauf si par des réseaux d'amitié, de dons, syndicales ou autres, on vous prévient. Donc, ce qui prendrait 30 secondes à l'employé qui reçoit l'information pour vous prévenir, si elle ne vous la donne pas, ça peut vous coûter des heures et des dizaines d'heures de travail. Vous voyez le temps perdu. Bon, ça donne une mesure de l'évaluation de l'efficacité du don. Et ça, je crois que ça reste vrai de manière très générale. Alors pourquoi, si c'est vrai, est-ce que les directions d'entreprise, de management, n'adoptent pas un management plus raisonnable en quelque sorte ? Vaste question. Je n'en sais rien. La réponse de Norbert Alter, vous en parlerez avec lui, pardon, c'est qu'il y a énormément d'effets de mode. Il y a aussi une protection des managers qui se légitiment par leurs études spécialisées dans les écoles de commerce, avec des modèles supposés rationalisés. Et donc, il y a de la mode. Il faut faire comme ça et pas autrement. Ça joue. Alors après, je pense qu'il y a d'autres choses qui jouent. C'est que des méthodes, disons, de gestion plus humaine ou plus humaniste sont sûrement plus efficaces à long terme pour des entreprises un petit peu pérennes. Mais on voit bien que la règle dominante sur le marché aujourd'hui, c'est la règle du LBO, des rachats d'entreprises pour les faire rapporter le plus possible en peu d'années. À la limite, on se paye sur la bête, on les vide et après moi le désert, après moi le déluge. Donc d'ailleurs, ça c'est une concession que fait Alter. Dans une gestion strictement financière des entreprises qui veut son 15% de share chaque année, c'est évident que le don entre les employés, on s'en fout. Voilà, donc il y a tous ces paramètres à prendre en considération. Mais à votre question, donc je n'ai pas de réponse, mais je considère que c'est une des questions les plus fondamentales à l'heure actuelle. Expliquer les raisons de ce triomphe du new management dans les entreprises comme France Télécom ou dans l'administration. D'ailleurs, je voyais des administrateurs récemment qui étaient absolument terrifiés parce qu'ils apprenaient que pour appliquer les nouvelles normes de gestion dans la fonction publique, New Public Management, on a fait appel au même cabinet de conseil que celui qui conseille France Télécom. Voilà. Et dont une des règles, j'ai plus les références précises, mais dont une des règles était qu'il ne fallait pas hésiter à terroriser les employés, à avoir des logiques de terreur pour faire appliquer certaines règles de gestion nouvelles. Donc ce sont des vrais enjeux. Ben oui, c'est ça, voilà.
Oui, parce que le contrat, c'est bien. On est tous contractants. Voilà, c'est ça. Librement en plus. Et j'ai une deuxième toute petite question. C'est, vous parlez de la revue MOS. Quels sont les scientifiques qui participent? Des sociologues, j'imagine, mais y a-t-il aussi des économistes, des historiens? Il y a des sociologues. Bizarrement, il n'y a quasiment pas d'historiens, très peu, sauf Alain Guéry, qui est directeur d'études à l'EHESS. Il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des philosophes, il y a des anthropologues. Non, c'est interdisciplinaire. Est-ce qu'il y a des juristes aussi? Non. Pas de juristes, pas d'économistes. Pardon? Pas de juristes et pas d'économistes. Ah si, il y a des économistes. Ah, d'ailleurs, au départ, il y avait pas mal d'économistes. D'ailleurs, moi-même, je suis économiste de formation initialement. Non, et la revue est assez lue par les économistes, même si elle est très critique de l'économie. Et elle a poussé d'ailleurs à la constitution, il y a un an, d'une association qui s'appelle l'Association française d'économie politique, qui regroupe maintenant toutes les mouvances hétérodoxes en économie, c'est-à-dire les régulationnistes, les conventionnalistes, ce qu'on appelle les post-marxistes, les post-keynésiens, etc. Je crois qu'il était temps que ces économistes se regroupent, car ils s'aperçoivent que depuis plus de 10 ans, ils n'ont pas pu réussir à faire nommer un seul professeur à l'université. C'est-à-dire que maintenant, si on n'est plus dans le moule de l'économie standard, c'est quasiment impossible de faire carrière à l'université. C'était encore possible il y a 20 ans, ça ne l'est plus maintenant. Donc ils ont fini par le comprendre et à faire passer leurs querelles de chapelle, c'était des querelles au canon, un petit peu derrière leurs intérêts communs de survie. On va vous remercier, Monsieur Caillé, et on va clore cette séance. Donc merci infiniment pour cette première conférence et voilà, toutes ces notions. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine donc, avec Norbert Alter pour le don en entreprise. Merci à tout le monde. Bonne soirée, bon retour.